J'aime bien. Pas mal? Ok. Donc ça c'est bon. Et on partage la dernière. 5. Hein. Dernière présentation de cette longue journée. Il me semble que tu avais déjà conclu l'année dernière, non? Non? Merci Agnès. Ah pardon, excuse-moi. Bonjour, bonsoir à tous. Donc je m'appelle... Je ne change pas ma présentation. J'étais parti sur le titre. Le titre. Je m'appelle Raphaël Moreau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous présenter le travail que j'ai réalisé au cours des 4 dernières années de ma thèse, Characterization of Artist Pigment Palette and Techniques using a Multi-Sensor Scanner and Machine Learning Methods. Toutes les slides sont en anglais, parce que du coup c'est un travail de thèse qui a été réalisé en co-tutelle entre le Cyprus Institute à Chypre, Nicosie, et ici le C2RMF. Du coup, on va pas perdre trop de temps non plus, je vais y aller. Donc, pour mettre un peu de contexte, Cultural Heritage Science, donc les sciences appliquées au patrimoine culturel. Dans le patrimoine culturel, on va avoir 2 grands groupes. Le patrimoine culturel tangible et intangible. Et dans le tangible, on va avoir plusieurs classes. Celle qui va être d'intérêt pour nous dans le cadre de cette thèse, ça va être les works of art, les travaux d'art, notamment les peintures. Pourquoi est-ce qu'on va s'amuser à mettre de la science sur ça? Pour, en général, répondre à 4 grandes questions. Comprendre les méthodes des artistes, pour aussi des objectifs de restauration, de conservation, et enfin d'authentification et de dating. Ah oui, je m'excuse d'avance pour tous les anglicismes qu'il va y avoir. J'ai travaillé très longtemps en anglais. Je vais essayer de les faire en français, mais il va y avoir sans doute des petits frises. Une des méthodes scientifiques qui nous intéresse pour l'étude de justement ce patrimoine, ces objets d'art peints, on va avoir des techniques d'imagerie. J'imagine que vous en avez vu aussi beaucoup tout au long de la journée. Les techniques d'imagerie sont très pratiques parce qu'elles vont nous permettre une visualisation directe de plein de petits éléments sur des grandes zones très hétérogènes auxquelles on fait face, dans notre cas de ces études. Et ça va permettre tout simplement aussi de faciliter l'échange entre gens de différentes communautés. Quelqu'un qui n'est pas forcément scientifique va avoir tendance à facilement comprendre une image que si je vous montre un spectre ou des tableaux de chiffres complets. Et au sein de ces techniques d'imagerie, on va faire un focus sur particulière. Donc la MIXRF, la Scanning Search Fluorescence, la RIS, Reflectance Imaging Spectroscopy, et le LIS, la Luminescence Imaging Spectroscopy. Pourquoi ces 3 méthodes? Parce qu'elles se complètent et se corroborent très bien. La fluorescence X va nous donner un mapping élémentaire des éléments au-dessus de l'élément numéro 13. Donc ça veut dire que tout ce qui va être en dessous, à savoir oxygène, carbone et autres, va être invisible. Ça veut dire qu'on ne voit rien sur l'organique. Et l'organique, c'est quand même une grande part de ce qu'on va pouvoir étudier. Et ça va être aussi insensible à l'environnement chimique. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a du fer, mais on ne va pas forcément voir sa coordination ou comment est-ce qu'il est agencé dans l'espace, avec ses voisins notamment. Pour la réflectance, ça va être une spectroscopie d'absorption. Ça va nous permettre, elle, de différencier certains pigments qui vont avoir la même signature. Des pigments au fer vont avoir des signatures de réflectance différentes, ce qui va permettre de les différencier. Et la luminescence, elle, est une spectroscopie d'émission qui va aussi nous permettre de différencier certains types de pigments, certaines qualités de pigments notamment. Et ça va nous donner aussi une caractérisation parfois très précise de certains pigments organiques. Donc la corroboration et la combinaison de ces 3 méthodes est d'un très grand intérêt. Donc, concernant l'état de l'art avec ces 3 méthodes, on va avoir des instruments qui vont nous faire de la macro-XRF. Vous reconnaissez peut-être le scanner du C2RMF, préféré de Eric. On a aussi des instruments commerciaux. On a aussi des caméras pour faire de la réflectance et de la luminescence. On a quelques instruments qui font de la réflectance et de la XRF en combiné, mais on n'a pas d'instrument qui fait les 3 à la fois. Concernant l'état de l'art pour le process des data, le traitement des données, une façon générale de travailler quand on a tous ces jeux de données, ça va être de façon assez séquentielle, c'est-à-dire qu'on va extraire manuellement toutes les informations de chacun des cubes de données. On va essayer de comprendre quelles informations nous viennent desquelles, on va les recroiser avec les autres, etc. Et on va déduire des informations à partir de tout ça. C'est généralement fait avec les logiciels propriétaires et certains formats qui, du coup, peuvent être parfois bloquants. Et les désavantages de tout ça, évidemment, c'est qu'on va jouer avec des jeux de données qui vont être des fois très, très grands.
ça peut nous prendre beaucoup de temps, ça va être très chronophage. On va devoir aller à travers chaque jeu de données, revenir, repartir, etc. Certains logiciels peuvent être des fois juste tout simplement très chers. Et aussi, ça va demander du coup un grand savoir-faire et une grande connaissance. Il va falloir devenir assez fort au traitement de physique de rayon X, mais aussi de physique de réflectance, etc. Et ça peut aussi être très dépendant de l'user. Si c'est moi qui le fais, ça va sans doute pas être le même résultat que quelqu'un qui a 50 ans d'expérience dans le domaine. Donc, à partir de ces constats, on va établir 2 grands axes pour cette thèse. Donc ici, oui, je sais, il y a 3 points. Le premier point, ça va être un aspect très instrumental, où on va développer des scanners portables qui vont nous permettre de faire l'acquisition simultanée de de données de MAXRF, de réflectance et de luminescence. Dans cet instrument-là, on va essayer d'intégrer aussi l'information 3D, parce que je vais peut-être le mentionner très rapidement, mais le contrôle de distance est très important. Et le deuxième grand axe de cette thèse, ça va être le développement de nouvelles méthodologies qui vont du coup combiner les informations obtenues avec ces 3 cubes de données en input que vous voyez là-bas, pour à la fin avoir une compréhension de les pigments auxquels on fait face, comment ils sont agencés, mélangés, et leur distribution. Donc première partie, le design et l'assemblage des instruments. Donc on en a développé 2 au cours de cette thèse, et ils fonctionnent fondamentalement de la même façon. Donc vous allez avoir votre polychromie avec le support. On va envoyer des rayons X qui vont nous permettre d'obtenir la modalité de scanning de fluorescence X. Ensuite, on a un contrôle de distance avec un laser qui va être aussi utilisé comme source d'excitation pour faire de la luminescence. On va avoir un laser blanc ou une source de lumière blanche pour faire notre réflectance. On va avoir une LED en UV pour faire encore de la luminescence et une autre LED pour faire encore de la luminescence. Il manque plus que le café. Et après, tout ça, ça va être capturé par un spectromètre qui va nous faire tout l'agencement propre des spectres et générer les cubes de données. Donc le premier qui a fait ça, c'est celui que vous avez certains peut-être déjà utilisé ici au C2RMF, c'est le Mitra, qui permet de faire des scans de 30 cm par 30 cm, donc il est portable. On va avoir une source à rayon X avec juste un collimateur, et on va du coup faire de l'UV à 250, de l'UV à 365, et de la luminescence à 655, qui est assez utile pour l'égyptien, par exemple. C'est un instrument qui est portable. Comme vous pouvez voir, on l'a déjà emmené sur le terrain. Et voilà. On a caché pas mal de câbles sur les photos, sinon ça fait moins. Et ça, c'est celui que j'ai développé à Chypre, qui s'appelle Muscat 3D, qui combine lui aussi les méthodes que j'ai mentionnées avant. Là, cette fois-ci, on va avoir un tube de rayon X, cette fois-ci avec une lentille. Donc, vous voyez le profil à côté. Donc, on va avoir un faisceau qui va être plus fin, plus précis. Donc, le contrôle de distance va être encore plus important. Encore une fois, on a des modalités de spectroscopiques qui viennent se combiner. On peut scanner une zone un petit peu plus grande, 45 cm par 30, et il est aussi portable. Il a aussi été emmené sur le terrain. Hop. Et donc, encore une fois, comme on va tout déporter, les acquisitions et les illuminations, on va avoir besoin de garder la tête analytique en focus constant, à une distance constante de ce qu'on va étudier, pour pouvoir exciter avec la bonne intensité et capturer avec la bonne intensité. Donc, on a besoin d'avoir constamment ce contrôle de distance. Dans le scanner que j'ai développé à Chypre, on a implémenté 3 modes d'acquisition de données. Un où on n'a pas besoin de corriger la distance. Celui-ci, c'est le moins intéressant, c'est si on veut faire vraiment des scans rapides. On va avoir une distance corrigée, ce que j'appelle on-flight, c'est-à-dire qu'on va avoir un laser télémétrique qui va nous renvoyer une valeur, on va corriger en fonction de ce qui est renvoyé. Et la troisième implémentation, ça va être d'utiliser de l'information, notamment de la surface en 3D, qui va guider tout simplement la surface à suivre pendant le scan. Donc ça, c'était pour la partie instrumentale. La partie développement méthodologique. Donc, encore une fois, on va essayer cette fois-ci d'utiliser comme j'ai mentionné avant, les problématiques auxquelles on faisait face. On va utiliser cette fois-ci des softwares et du langage en open source, Python, qui a déjà été mentionné par mon collègue avant. C'est assez pratique parce qu'on est supporté par quand même une grosse communauté scientifique derrière nous. La meilleure solution, c'est si on a un problème de code, on demande à Google et quelqu'un a forcément rencontré le problème avant. C'est assez satisfaisant. Et on a un contrôle total sur tous les algorithmes qu'on utilise. Et enfin, pour la partie des jeux de données auxquels on va manipuler, comme je disais, on va avoir des très grands jeux de données.
et on va avoir beaucoup d'informations. Et ça, c'est propice tout simplement à l'implémentation de méthodes de machine learning pour faciliter l'analyse. Le workflow que j'ai développé, dans l'image si vous vous rappelez de l'image au début, on va partir des 3 cubes de données qui ont été générés par les instruments que je viens de présenter. Et l'idée, c'est d'avoir un workflow qui remplace cette flèche rouge et qui va, à partir de ces 3 jeux de données, nous donner notre distribution de pigments à travers l'œuvre. Le workflow, il se présente comme ceci. Je vais dire merci à Astrid parce qu'elle a déjà utilisé beaucoup de méthodes, donc ça m'évite de les redécrire. Mais, donc, on va avoir une étape de fusion de données, une étape de dimension de réduction des données, ça c'est fait avec UMAP, une étape de clustering qu'on a fait avec HDBScan, et on va avoir ensuite une identification des matériaux faite par réseau de neurones. Et à la fin, on a une caractérisation et une visualisation des pigments à travers toute la zone scannée. Donc, un étude de cas pour montrer les résultats de ce type de workflow. Ça, c'est une peinture murale située dans le monastère de Saint John Lambadistis à Chypre, dans le Rhodos. Ça représente une figure Sainte Kyriaki qui est peinte avec des habits impériaux. Et on a scanné cette petite zone qui représente un médaillon qui a la personnification de la Semaine Sainte. Vous avez ici les paramètres de scan, pardon. Et donc, si on fait un petit focus avec certaines zones d'intérêt, notamment les pigments blancs, en regardant la cartographie MXRF du calcium, on va voir qu'on a une utilisation du calcium qui est massive, qu'on va vraiment avoir une intensité partout. Et c'est utilisé donc en support de peinture. Ça, c'est assez classique des techniques murales de peinture, notamment chypriotes, qui ont été déjà étudiées par le passé. Mais on a aussi quand même le calcium qui va être utilisé en tant que pigment blanc, comme vous pouvez le voir notamment sur la cartographie de luminescence, qui laisse vraiment sortir les petits points et les ornementations de ci et de là. Mais on a aussi fait aussi intéressant, l'utilisation de blanc de plomb à certaines zones très localisées, donc notamment sur la croix, sur le cercle autour du globe, sur le cercle autour de la figure. Donc, qui pose question, est-ce que ce sont des restaurations plus tardives et ils ont un peu utilisé le pigment qu'ils avaient, ou alors est-ce que c'est vraiment pour souligner certains éléments religieux d'importance? Voilà, les questions sont encore ouvertes pour ça. Donc maintenant, quand on va mettre notre cube de données qui a été notre dataset obtenu avec nos instruments qui correspondent donc à cette zone dans notre workflow, et on va obtenir 26 clusters. Je ne vais pas tous les décrire, ne vous inquiétez pas. L'opération totale est faite en à peu près 30 minutes. Donc on obtient ce magnifique Warhol de notre dataset. Et quand on fait un focus par exemple sur ce cluster, on a par exemple celui-ci qui correspond à les zones que je vous ai présentées avant, qui étaient les zones de pigments à base de calcium, de carbonate calcium. Et donc l'output que je vais avoir moi à la fin, ça va être ça, avec l'image de la distribution spatiale de mes points, la signature spectrale moyenne qui correspond à la moyenne du coup de tous les points qui ont été groupés ensemble, et un output avec un score. Et quand on regarde les scores, c'est classé par le score le plus haut. Le score qui arrive tout en haut, c'est un calcium de carbonate. Donc là, on est content. Notre workflow identifie bien un pigment. Et ça, c'est vraiment de manière totalement automatique. C'est-à-dire que c'est vraiment, je prends les jeux de données, je les mets dans mon workflow et j'obtiens ce résultat-là. Le seul travail qui reste à faire, c'est vraiment d'évaluer est-ce que c'est cohérent ou est-ce que non, il s'est complètement planté. Donc si on passe ensuite sur un deuxième cluster qui a été identifié, output, on trouve bien là cette fois-ci encore le calcium carbonate, parce que rappelez-vous, je vous ai dit, il est utilisé aussi en support, en matériaux de support, donc il va encore apparaître par le modèle. Mais cette fois-ci, on va avoir le blanc de plomb qui va quand même sortir avec un score assez important. On a derrière d'autres pigments au plomb qui vont sortir. Donc encore une fois, là, c'est à nous d'évaluer si les sorties sont cohérentes ou pas. Mais on a quand même notre blanc de plomb qui est ressorti. Ensuite, un autre élément d'intérêt dans notre cas présent, c'est la cartographie du fer, parce qu'on va vraiment avoir une utilisation prépondérante des pigments au fer partout sur la zone. Donc que ce soit pour des rouges, comme vous pouvez le voir sur les rayons des plis de la robe, on va avoir un rouge-brun qui va être utilisé pour la croix. On va aussi avoir du coup un jaune assez doré pour tout ce qui va être les éléments de carnation de la main, le fond de la toile et aussi l'auréole. Et aussi, encore une fois, le fond vert qui va être sur notre globe et sur certains bijoux et le fond du médaillon.
Donc on a vraiment une grosse variation de fer, et si on regarde juste la cartographie du fer, on ne peut évidemment pas différencier tous ces pigments. Ajouté à cela, on va ensuite avoir aussi l'usage de cinabre et de vermillon. C'est intéressant parce que c'est aussi un pigment rouge. Donc on pourrait se demander pourquoi combiner deux pigments rouges. Eh bien en fait, on va avoir une utilisation assez particulière où le vermillon cinabre va être utilisé sur des fonds, notamment comme vous pouvez le voir là-bas, avec la cartographie la plus à gauche. Et en combinaison, on va avoir certaines fois des mélanges. Donc ça va être par exemple le cas de ces zones-ci, etc., où on va avoir une combinaison de vermillon et d'ocre rouge, et pour justement jouer sur ces nuances de différentes teintes de couleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on regarde les résultats de notre workflow pour exactement ces éléments? Je reviens sur le wall. Donc, on va bien avoir ici les plis et les réaux de la toge. Et quand on regarde notre output, on va avoir le cinabre qui sort avec un très haut score en premier, mais aussi l'hématite, donc l'ocre rouge, qui va aussi sortir avec un bon score. Donc on va vraiment avoir une combinaison des deux, qui sont du coup identifiés comme étant un groupement à part entière. Donc, si on continue, on va ensuite avoir le fond, qui va cette fois-ci être différencié. Et là, on va encore avoir le vermillon. Encore une fois, j'insiste, on ne différencie pas le vermillon cinabre. Pour les connaisseurs, c'est le même pigment. Et on a besoin de plus d'informations pour différencier les deux. Mais on a encore cette fois-ci donc le vermillon qui va sortir avec un haut score et l'ocre rouge avec cette fois-ci un score plus faible mais qui est quand même identifié. Donc on a vraiment encore une différenciation de tous ces clusters. Là, cette fois-ci, les croix, je vous avais dit que c'était un rouge-brun. Donc là, on va vraiment avoir l'hématite qui va sortir tout seul. Plus de traces du vermillon à moins très loin, mais avec un score vraiment très bas, 4 puissance moins 5. Et enfin, du coup, pour les jaunes, on va avoir notre ocre jaune qui est aussi identifié. Donc vraiment juste en prenant les cubes de données qu'on a générés, on les met dans l'algorithme et on arrive à avoir des résultats assez intéressants qu'il faut bien sûr évaluer après coup, mais qui facilitent quand même grandement la tâche du travail de combinaison de toutes ces informations. Du coup, en termes de achievement, on a à la fin de cette thèse développé 2 scanners, donc le Mitra et le Muscat 3D, qui combinent les 3 méthodes que j'ai présentées. Et on a participé au développement d'un workflow qui permet l'identification automatique des cubes de données intégrés. J'ai aussi la chance d'étudier de nombreuses autres œuvres que je ne peux pas présenter ici, notamment des feuillets du Beatus, un manuscrit assez important, tableau de Titien, les Homo et des portraits du Fayum. Donc, je remercie tous les gens avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer pour ça. Et enfin, j'ai pu aussi développer j'ai pu travailler pour l'intégration de données multimodales et multiscale, avec notamment l'intégration de données de cartographie de rayons X sur des objets 3D. Donc ça aussi, c'était assez sympathique. De perspective, qu'est-ce que je dis? L'intégration de considérations angulaires entre la surface et la tête analytique. La luminescence, que j'ai pas eu l'occasion malheureusement de pousser le traitement parce que ça rajoute aussi quand même une couche de complexité. Ajouter des luminescences parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup de la luminescence avec l'UV, mais il y a aussi d'autres sources qui sont applicables. Des gros axes pourraient aussi être d'étendre les matériaux de référence qu'on a utilisés pour construire l'étape d'authentification des matériaux, qui est, j'ai pas développé, mais c'est un phénomène c'est une action de machine learning entraînée, c'est-à-dire qu'il nous faut des jeux de données pour entraîner ça. Et après, voilà, la stratégie pour intégrer plus la luminescence et changer complètement l'approche pour passer d'une approche vraiment au niveau du pixel plutôt que du cluster comme j'ai fait, mais ce sera pour une autre thèse. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Raphaël. Je crois qu'on n'a pas le temps. Ouais, merci. Je crois qu'on n'a pas le temps de prendre des questions. J'en suis bien désolée.